Ce flash rapide, vous l'avez vu? Il s'agit d'un objet qui vient de frapper la Lune à une vitesse vertigineuse. Ce qui rend la scène remarquable tient au fait que les impacts lunaires ne sont presque jamais observés en temps réel. Nous ignorons encore la nature de ce qui l'a percuté, mais les chercheurs soupçonnent un lien possible avec l'astéroïde Phaéton, l'un des corps célestes les plus énigmatiques connus. Cet impact s'est produit le 12 décembre 2025. Andrew Marshall Lee, doctorant en dernière année, assurait alors un service nocturne au planétarium d'Armagh, en Irlande du Nord. Il utilisait le télescope robotique, l'instrument le plus récent et le plus performant de l'établissement. Au départ, rien d'anormal. La Lune demeurait immobile sur son écran. Puis, vers 3 heures du matin, un phénomène inattendu survint. Une brève lueur apparut. C'était l'impact d'un petit objet frappant la surface lunaire. Les chercheurs tentent encore d'en préciser la taille, mais ils estiment qu'il ne dépassait pas 5 cm, soit à peu près la dimension d'une balle de golf. L'objet filait à une vitesse stupéfiante, près de 35 km par seconde, plus de 100 fois la vitesse d'un avion de ligne. Et oui, je comprends, en regardant la vidéo, on ne distingue guère plus qu'un clignement furtif, rien de véritablement spectaculaire. Pourtant, le fait que Marshall Lee ait capté l'instant exact de l'impact demeure exceptionnellement rare, et c'est précisément ce qui rend cette observation si remarquable. Il s'agit de la première vidéo d'un flash d'impact lunaire enregistré en Irlande, et seulement de la deuxième jamais obtenue depuis le Royaume-Uni. Toutefois, si ces événements sont rarement observés en direct, cela ne signifie nullement que les impacts sur la Lune soient inhabituels, bien au contraire. Sur Terre, nous bénéficions d'un avantage considérable, notre atmosphère qui agit comme un bouclier invisible. Elle ralentit les débris spatiaux et en consume une grande partie avant qu'ils n'atteignent la surface. La Lune, en revanche, ne dispose d'aucune protection comparable. Notre satellite naturel subit donc en permanence des impacts d'astéroïdes et de météorites. Heureusement, la plupart sont infimes, souvent guère plus gros que des grains de poussière. Si l'on considère des objets légèrement plus grands, quelques estimations existent. Les spécialistes pensent qu'environ 100 roches spatiales de la taille d'une balle de ping-pong frappent la Lune chaque jour. Cela représente près de 36 000 impacts par an. Dès lors, il paraît presque surprenant que ces collisions ne soient pas captées plus souvent. L'explication reste pourtant assez simple. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, ces roches spatiales sont le plus souvent minuscules. Or, si une balle de ping-pong paraît déjà modeste sur Terre, imaginez un objet de cette taille traversant l'immense vide spatial. Il devient pratiquement indétectable. Voilà pourquoi les télescopes ne les repèrent presque jamais. Leur éclat est trop faible. Mais dès qu'un de ces petits corps percute la Lune à une vitesse folle, la situation change radicalement. L'énergie de la collision se transforme aussitôt en chaleur et en lumière, projetant et faisant fondre une petite portion de la surface. Pendant une fraction de seconde, un éclair lumineux surgit. Suffisamment intense pour être visible depuis la Terre. Un autre obstacle s'ajoute. La Lune est gigantesque. Les impacts peuvent survenir n'importe où à sa surface, ce qui rend presque impossible le fait de diriger un télescope vers l'endroit précis où se produira la prochaine collision. La plupart du temps, les chercheurs n'observent donc pas ces impacts directement. En général, ils enregistrent la Lune durant des heures, puis analysent les images à l'aide d'un logiciel qui signale l'apparition d'un flash. Dans le cas d'Andrew Marshall Lee, cependant, le hasard a joué en sa faveur. Il regardait l'écran précisément au bon moment et a assisté à l'événement en direct. Vous comprenez désormais à quel point cette coïncidence fut remarquable. Pour heure, l'équipe possède déjà une estimation assez fiable de la taille et de la vitesse de ce fragment spatial. En revanche, son origine exacte demeure incertaine. L'hypothèse la plus plausible le relie à la pluie de météores des Géminides, qui survient chaque mois de décembre. Cette idée paraît cohérente. Les impacts lunaires deviennent plus faciles à observer lors des grandes pluies météoriques, lorsque la Lune traverse des nuages de débris laissés dans l'espace. Il se pourrait donc que toutes les conditions aient été réunies au même instant. Or, la pluie des Géminides est associée à l'un des objets célestes les plus étranges connus, 3200 Phaéton. Officiellement classé comme astéroïde, il ne se comporte pourtant pas comme une roche ordinaire. Lorsqu'il approche du Soleil, il s'illumine et développe même une queue, à la manière d'une comète. Mais cette queue ne se compose pas de poussière, contrairement à celle des comètes classiques. D'après la NASA, elle serait constituée de gaz de sodium. Voilà pourquoi les scientifiques hésitent encore sur la manière de le catégoriser. Pour l'instant,
3200 Phaéton demeure officiellement un astéroïde, mais un astéroïde pour le moins singulier. Cet objet singulier se rapproche du Soleil chaque mois de décembre. Lorsque la chaleur devient intense, 3200 Phaéton commence alors à libérer de minuscules fragments rocheux. Quand ces débris pénètrent dans l'atmosphère terrestre, ils se consument et tracent de brillantes traînées dans le ciel nocturne. À l'apogée de la pluie de météores des Géminides, il est possible d'observer jusqu'à 120 météores par heure lorsque les conditions sont idéales. Les Géminides sont généralement rapides, très lumineuses, et leur éclat tire souvent vers une teinte jaunâtre. Bien entendu, tous ces fragments ne frappent pas la Terre. Certains passent complètement à côté, et quelques-uns finissent par atteindre la Lune. C'est probablement ce qu'Andrew Marshall Lee a observé cette nuit-là. Même si l'impact n'était pas spectaculaire, de tels éclairs demeurent précieux pour la recherche. Les astronomes s'en servent pour estimer la fréquence à laquelle de petites roches heurtent la surface lunaire. Une fois ces estimations établies, ils peuvent mieux évaluer le nombre d'astéroïdes plus volumineux circulant dans l'espace, capables de traverser l'atmosphère terrestre et de provoquer de véritables dégâts. De telles observations revêtent aussi une importance pour l'avenir, notamment pour l'exploration spatiale. Les agences souhaitent établir des bases sur la Lune afin d'en faire un lieu où l'on puisse séjourner et non plus seulement effectuer de brèves visites. La Lune étant notre plus proche voisine, elle est le laboratoire idéal pour acquérir des connaissances et expérimenter des technologies nouvelles. Elle représente également un terrain d'essai privilégié pour des missions plus ambitieuses, comme l'envoi d'humains vers Mars. Par exemple, la NASA développe actuellement un projet nommé Artemis Base Camp. L'idée consiste à établir une petite base près du pôle sud lunaire, comprenant des installations où les astronautes pourraient vivre, ainsi qu'un rover capable de s'éloigner davantage de la zone d'alunissage. L'agence prévoit également la création de la Lunar Gateway, une station de taille modeste destinée à orbiter autour de la Lune et faciliter le transfert des équipages et du matériel depuis la Terre. Il y a aussi le programme de la Station de recherche lunaire internationale, dont l'objectif est d'établir une base durable. Le projet commencerait par des missions robotiques chargées d'atterrir en premier afin de préparer le site avant l'arrivée humaine. Il mise largement sur l'exploitation des ressources locales, notamment la glace présente dans le sol lunaire, afin de produire de l'eau, de l'oxygène et d'autres éléments indispensables à la vie. En séjournant plus longtemps sur la Lune, les chercheurs espèrent de comprendre comment les humains peuvent survivre et travailler loin de la Terre, puis utiliser ces enseignements pour préparer de futures missions vers Mars et au-delà. Garder un œil sur ces impacts et approfondir leur étude pourrait donc contribuer à bâtir un avenir plus sûr au-delà de la Terre. Mieux nous comprendrons la fréquence de ces collisions et leur puissance, mieux nous serons en mesure de concevoir et de protéger les futures bases lunaires. En un sens, ce minuscule éclair n'est pas seulement un instant saisissant sur un écran. Il constitue aussi un discret avertissement, ainsi qu'une leçon précieuse pour les étapes à venir. Il semble que de nouvelles données solides indiquent que Mars aurait autrefois abrité des forêts tropicales avec de véritables pluies et des rivières durables. Le rover Perseverance de la NASA a découvert un minéral appelé kaolinite au fond du cratère G0. Sur Terre, cette substance ne se forme que dans des régions chaudes et humides, soumises à des pluies abondantes durant des millions d'années. Or, ce type de précipitation nourrit les jungles, non les déserts. Cela signifie que Mars a connu des averses pendant une longue période, ce qui modifie profondément ce que nous pensions savoir de cette planète. Ainsi, cette mystérieuse kaolinite ne résulte ni d'une crue soudaine, ni de la fonte d'un glacier. Elle apparaît lorsque l'eau liquide s'infiltre continuellement dans la roche durant des périodes extrêmement longues, la dégradant grain après grain. Lorsque Perseverance a observé des galets et des blocs de kaolinite dispersés à la surface de Mars, les scientifiques ont compris que la planète avait jadis fonctionné moins comme l'Antarctique que davantage comme l'Amazonie. Cela suggère qu'à cette époque, Mars possédait un climat stable, une atmosphère assez épaisse et un cycle de l'eau actif avec nuages, pluie et ruissellement. L'endroit où la kaolinite est apparue, le cratère G0, est lui-même remarquable. Il s'agissait autrefois d'un immense lac alimenté par des rivières qui ont creusé des chenaux encore visibles aujourd'hui depuis l'orbite. Les chercheurs pensent que,
que ces cours d'eau ont pu transporter la kaolinite jusque dans le cratère comme un tapis roulant de sol de forêt tropicale. Une autre hypothèse suggère qu'un impact de météorite aurait arraché ce matériau au terrain voisin avant de le projeter sur place comme des éclats cosmiques. Quoi qu'il en soit, l'eau a clairement déplacé ces roches et cette eau vive est déterminante car l'eau stagnante ne façonne pas les paysages de cette manière. Toute forme de vie connue dépend de l'eau liquide. Ni la glace ni la vapeur ne suffisent. Il faut une eau qui demeure présente. Une Mars chaude et humide, soumise à des précipitations, aurait présenté des ruisseaux, des zones marécageuses et des réactions chimiques actives en permanence, soit les ingrédients précis qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre. Cela ne signifie pas que Mars ait forcément abrité des créatures contemplant le ciel, mais la planète remplissait bien plus de critères d'habitabilité qu'on ne l'imaginait. Pendant des décennies, Mars semblait n'avoir peut-être dégelé que brièvement avant de geler pour toujours. Elle apparaît désormais comme un monde resté relativement stable durant des centaines de millions d'années avant que tout ne se dérègle. Les chercheurs pensent qu'un de Mars a peu à peu perdu son atmosphère, faute d'un champ magnétique puissant, bouclier protégeant les planètes du vent solaire. Ce flux constant de particules chargées émis par le Soleil qui peut lentement dépouiller une planète. Quoique l'idée de forêt tropicale fasse les gros titres, Mars continue de révéler d'autres surprises. En 2025, des scientifiques ont identifié sur la planète rouge des puits de lumière, d'immenses ouvertures dans la surface qui plongent directement dans d'anciens réseaux de grottes souterraines. Sur Terre, ce type de cavité protège la vie contre les radiations, les variations thermiques et les perturbations de surface, ce qui en ferait des refuges idéaux si une vie martienne primitive avait existé. Certaines pourraient être d'origine karstique, c'est-à-dire creusées lentement par une eau légèrement acide, dissolvant la roche et formant des chambres souterraines au fil du temps. Un tel processus exige de l'eau liquide et beaucoup de patience, deux éléments dont Mars semble avoir disposé autrefois. Les chercheurs pensent que ces grottes pourraient en piéger de la glace, conserver des signatures chimiques de la vie, voire renfermer de la matière organique intacte depuis des milliards d'années, comme une capsule temporelle encore scellée. Ces grottes se situent dans une région nommée Ebrus Valley, entre un ancien volcan et une vaste plaine de l'hémisphère nord martien. La zone ne présente pas de traces de tubes de lave, pourtant déjà identifiés ailleurs sur Mars. Elle montre au contraire d'anciens chenaux fluviaux, des minéraux hydratés et des sédiments qui ne se forment que lorsque l'eau demeure présente. Les chercheurs ont repéré 8 de ces ouvertures et ont compris qu'il ne s'agissait pas de cratères d'impact, car aucun matériau n'a été projeté vers l'extérieur lors de leur formation. La surface s'est simplement effondrée dans un vide souterrain. Les chercheurs ont reconstitué ce tableau grâce aux données d'anciennes missions martiennes. Cartes minérales, mesures d'hydrogène suggérant de l'eau enfouie et images orbitales extrêmement détaillées. L'essentiel est clair. Les grottes protègent ce qu'elles abritent. Elles bloquent les radiations, emprisonnent la glace et conservent les traces chimiques bien mieux que la surface. Si Mars a abrité la vie, même microbienne, ces cavités comptent parmi les meilleurs endroits pour en retrouver les vestiges. Un an plus tôt, en juillet 2024, le rover Perseverance a parcouru ce qui fut autrefois une rivière martienne. Après l'assèchement du cours d'eau, un fragment de paroi rocheuse s'est détaché puis est tombé dans le lit du chenal, où Perseverance l'a retrouvé, resté intact à travers les âges. Les chercheurs ont baptisé ce rocher Cheyava Falls. Sa surface présentait de minuscules points sombres, surnommés « graines de pavot », ainsi que de plus larges taches pâles, bordées d'un anneau sombre, appelé « tache de léopard ». En examinant la roche de près, le rover a également détecté des molécules organiques, c'est-à-dire des composés à base de carbone, éléments fondamentaux de toute vie terrestre. Depuis longtemps, on supposait que si Mars avait hébergé des microbes,
des roches de ce type existeraient. Ces structures sont importantes car toute forme de vie a besoin d'énergie. Certains organismes exploitent la lumière solaire, d'autres des réactions chimiques. Des microbes peuvent survivre en transférant des électrons entre différentes substances, un peu comme s'ils récupéraient de petites sources d'énergie chimique. À Cheyava Falls, les chercheurs pensent que d'éventuels microbes auraient pu prélever des électrons sur des composés organiques, puis les transférer au fer contenu dans la roche. Cette réaction libère une énergie que des micro-organismes pourraient utiliser pour subsister. Ainsi, Sherlock, les indices concordent. Les points sombres et leurs bordures renferment un minéral appelé vivianite, qui ne se forme que lorsque le fer gagne des électrons. Lorsque cette transformation se produit, le fer perd sa teinte rougeâtre typique et devient pâle, ce qui explique l'aspect clair observé au centre des taches de léopard. Persévérance a également identifié un autre minéral nommé grégite. Or, la grégite nécessite du sulfure pour apparaître et des microbes peuvent produire ce sulfure en transférant des électrons au sulfate, un autre composé chimique présent dans la roche. Les chercheurs ne peuvent pas encore analyser entièrement ce fragment rocheux, mais ils disposent déjà sur Terre d'un indice crucial, si discret qu'il passerait inaperçu sans savoir où chercher. Si des microbes ont vécu dans les anciens océans martiens, ils n'ont sans doute laissé ni os ni structure visible. Ils auraient bon plutôt laissé des signatures chimiques piégées dans les minéraux. Sur Terre, les microbes sont apparus dans les océans il y a environ 3,7 milliards d'années, époque où Mars possédait également de l'eau. Lorsqu'elle s'évapore, elle dépose des minéraux et certains peuvent emprisonner des micro-organismes comme des insectes figés dans l'ambre. Sur Mars, on pense que les minéraux sulfates pourraient jouer ce rôle. Sur Terre, le gypse agit de manière comparable. Pour tester cette idée, des chercheurs se sont rendus dans une carrière de gypse en Algérie. Il y a des millions d'années, la Méditerranée a presque entièrement disparu, laissant derrière elle d'épaisses couches de gypse. Ces dépôts ont conservé d'anciennes bactéries à l'intérieur même du minéral, ce qui fait de cet endroit un excellent analogue de Mars. L'équipe y a testé un appareil compact appelé LIMS, abréviation de laser ablation, Ionization Mass Spectrometer, que je ne nommerai qu'une seule fois. Le principe est simple, un laser frappe un point minuscule de la roche, le vaporise, puis analyse les éléments chimiques libérés. Chacun produit un signal distinct, comparable à un code barre. On peut ainsi repérer des signatures chimiques associées à la vie. Lorsque l'instrument a été dirigé vers le gypse algérien, il a révélé de fines structures filamenteuses déjà connues comme bactériennes. Il a aussi détecté des minéraux dont les microbes favorisent la formation, comme la dolomite et certaines argiles. C'est important, car les microbes ne se contentent pas de laisser des fossiles, ils modifient aussi les roches pendant leur activité. Sur Mars, toutefois, l'analyse serait plus difficile. L'environnement y diffère de celui de la Terre et d'éventuels fossiles auraient des milliards d'années. Les chercheurs doivent donc aussi exclure les processus non biologiques capables de produire des signaux semblables. Beaucoup pensent que pour obtenir toutes les réponses, il faudra envoyer des humains sur Mars. Et l'objectif principal de la première mission habitée ne serait pas d'exploiter des ressources ni de planter des drapeaux, mais de rechercher la vie. Les scientifiques veulent déterminer si Mars a déjà abrité des organismes vivants, si elle en héberge encore, ou si la planète a simplement connu les réactions chimiques ayant conduit à l'apparition de la vie. Ensuite, ils souhaitent comprendre où se trouvent l'eau et le dioxyde de carbone martien, comment ces cycles fonctionnent et comment ils ont évolué. La géologie vient ensuite, car les roches conservent la mémoire de la planète. Chaque couche raconte un fragment de son histoire. Les chercheurs doivent aussi étudier les effets de Mars sur le corps humain, le cerveau et les relations de groupe lorsque des personnes vivent isolées ensemble. Les projets à long terme vont plus loin encore. Comprendre comment plantes, microbes
et animaux survivraient sur Mars, comment les radiations modifient l'ADN et si la reproduction peut se maintenir sur plusieurs générations. Ils veulent également savoir si d'éventuels microbes martiens pourraient menacer les astronautes ou leurs équipements.